Les MSF a donc décidé. Les vaccinations. MSF decided to send. La typhoïde et le choléra. En décembre 1971, des médecins et des journalistes français s'associent pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde et créent Médecins sans frontières. Depuis, l'association fait évoluer l'approche de la médecine humanitaire, intervient au cœur des conflits et des catastrophes naturelles et se porte au secours des populations forcées de fuir. En 1967, l'insurrection du Biafra, État sécessionniste du Nigeria, est une expérience marquante pour une poignée de médecins urgentistes français. Avec des journalistes de la revue médicale Tonus et une équipe de médecins intervenus au Pakistan oriental suite à des inondations, ils créent l'association Médecins sans frontières en décembre 1971. Nous sommes un peu plus de 300 pour le moment, médecins, infirmiers, membres du personnel paramédical, et nous sommes créés en association auprès de médecins volontaires pour les besoins de l'urgence. Porter assistance aux populations exposées aux conflits et aux violences extrêmes est l'une des motivations essentielles des fondateurs de l'association. Elle restera au cœur de l'activité de MSF tout au long de son histoire. Afghanistan, début des années 80, en pleine guerre froide. Alors que les interventions de MSF se situent bien souvent d'un seul côté de la ligne de front, celui de l'Occident et de ses alliés, des volontaires de l'association décident de venir en aide aux Afghans qui résistent à l'invasion soviétique. La mission s'installe au prix d'un trajet éprouvant d'1 mois à travers les montagnes. Chaque caravane de 100 bêtes apporte 3,5 tonnes de matériel et médicaments aux 2 hôpitaux gérés par l'association. Thierry, a priori, il a une plaie par balle au niveau de la cuisse. Alors là, je vais lui enlever toute son attaque complète. Mais il saigne beaucoup, hein. Il saigne beaucoup. Les équipes soignent et forment le personnel local. Souvent fantasmée, cette mission contribue à forger la légende des French Doctors. Au cours des années 80 et 90, MSF se professionnalise et intervient dans de nombreux conflits. Au Soudan du Sud, en Sierra Leone, au Libéria, dans la Corne de l'Afrique. Les équipes médicales sont témoins des violences commises à l'encontre des populations. Et leur statut d'humanitaire est loin de garantir leur sécurité. On a dû travailler par terre. On a mis tous les malades aussi par terre pour éviter qu'ils soient touchés par des balles perdues ou des balles qui étaient autour. En Somalie, une myriade de groupes armés s'affrontent dans une guerre civile d'une extrême violence. La négociation d'un espace de travail demande des moyens exceptionnels. MSF doit interrompre ses activités à plusieurs reprises à cause d'incidents graves. L'association se résout à faire appel à des gardes armés employés par des sociétés privées. Une solution de dernier recours, en totale rupture avec ses pratiques habituelles. Médecins sans frontières opère chaque jour, matin et soir, sous protection armée. Je ne connais pas d'autres endroits dans le monde où il est aussi difficile de travailler. Entre 1991 et 2011, 16 membres du personnel MSF sont tués et l'organisation subit des dizaines d'attaques. La République fédérale socialiste de Yougoslavie explose. Les anciennes républiques se déchirent dans une guerre fratricide. MSF parvient à distribuer de l'aide et du matériel en Bosnie et dans les pays voisins. Parfois, des équipes réussissent à évacuer des blessés. C'est le cas à Vukovar, assiégé par les forces serbes. The first 2 weeks here were very exhausting. Learning a lot.
what roads can you take, what areas controlled by which army, where the checkpoints are, what are the security things you have to worry about, you know, where you have to wear your flak jackets, where you don't have to wear your flak jackets, what kind of ID cards do you have to show. Présentes de tous les côtés des lignes de front, les différentes sections de MSF parviennent à circuler, même si le passage des frontières reste compliqué. Als we nieuwe medicijnen binnenbrengen, en dan kost het uren en uren om alle checkpoints door te komen. Aan het eind zeggen zij hartelijk dank voor alle hulp die jullie bieden hier aan de Republika Srpska, met een vriendelijke glimlach. Ondertussen sta je hier wel een uur te wachten, met hulp die je toch wel voor hun kon brengen. En Bosnie et ailleurs, l'organisation se heurte aux initiatives alibis, des États qui, à grand renfort d'aide humanitaire, espèrent masquer leur incapacité à prendre des mesures pour mettre fin au conflit. Elle constate aussi que les forces internationales de maintien de la paix ne protègent finalement que les acteurs humanitaires, mais pas les populations en danger. À Srebrenica, en 1995, les casques bleus abandonnent une population sans défense sous les yeux des équipes MSF. Plus de 8000 civils seront massacrés par les forces serbes. Između nas I četnika nije bilo više nikoga. Oni su polako prilazili. Ja lično sam otišao do kapije Unprofora, prvo da zamolim da prime ranjenike pod zaštitu, da prime bolesnike I medicinsko osoblje koje se stara od njima. Dobio sam kategoričan odgovor, ne, da on ne žele nikoga primiti unutra. Avec la guerre en ex-Yougoslavie, disparaît l'espoir, sans doute naïf, mais partagé par de nombreux acteurs, que le nouvel ordre mondial de l'après-guerre froide et un rôle plus actif des Nations Unies dans le maintien de la paix apportent la stabilité grâce à son multilatéralisme. En 1994, au Rwanda, les équipes de MSF se retrouvent au cœur du génocide des Tutsis. Elles sont témoins des tueries, impuissantes face au déchaînement de la violence. Plus de 200 employés rwandais Tutsis de MSF perdent la vie. De nombreux patients, à peine sortis de l'hôpital, sont assassinés. Comment intervenir efficacement et soigner dans un tel contexte? La plupart des victimes que nous traitons, d'ailleurs, ne sont pas des victimes de guerre, ce sont des gens qui sont victimes de massacres. Vivez parfois même sous vos yeux alors que vous les transportez dans les ambulances. Tout à fait. Les miliciens les extraient, les arrachent des ambulances pour les achever dans la rue, quoi. Le travail des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. De plus, aujourd'hui, pour nous, c'est quasiment presque impossible de pouvoir travailler correctement au Rwanda. Et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France. Les membres de MSF sont confrontés à un dilemme. Est-ce le rôle d'une ONG médicale d'appeler à une action militaire, avec son lot de victimes? La décision est prise. Le 18 juin 1994, MSF demande une intervention armée internationale pour mettre fin au génocide. Cet appel que nous faisons aujourd'hui, ça renforce l'idée qu'on ne peut pas arrêter un génocide avec des médecins, on ne peut pas arrêter un génocide avec l'aide humanitaire. Il faut à tout prix aujourd'hui, en préalable à toute autre action humanitaire ou de reconstruction, que ce génocide s'arrête, que les personnes qui en sont responsables soient poursuivies, afin qu'on puisse réellement accéder aux personnes qui sont les vraies victimes, c'est-à-dire les 99% des Rwandais qui sont les vraies victimes de cette crise et qui auront besoin de cette action humanitaire. Au même moment, le FPR, mouvement d'opposition formé par des exilés Tutsis basés en Ouganda, en guerre contre le régime rwandais, achève la reconquête du pays et s'empare du pouvoir. Durant l'été 1994, plus d'1 million de Rwandais fuient leur pays sous l'influence et souvent la menace des auteurs du génocide,
mais aussi par crainte des exactions liées aux avancées militaires du FPR. Des camps gigantesques se forment où le choléra et la dysenterie déciment la population. 150 000 à 200 000 réfugiés rwandais risquent d'être victimes du choléra. C'est ce qu'affirme sur place un épidémiologiste. Les médecins des camps sont débordés, impuissants à endiguer l'épidémie. Résultat, ils sont souvent contraints d'attendre la phase ultime pour intervenir, faute de logistique suffisante. Hier soir, on avait 500 personnes comme patients. Ce matin, on en a 1000. Hier, on avait 200 morts ici simplement dans le centre. Et là, aujourd'hui, ça va être 400 morts ou peut-être plus, quoi. C'est de pire en pire. Les ONG, y compris MSF, sont débordés. Des questionnements émergent sur les performances des humanitaires et leur incapacité à prendre en charge efficacement des crises de cette ampleur. En novembre 1996, le magazine médical Lancet publie une critique cinglante du système de l'aide. Personnel peu qualifié, évaluation des besoins approximative, manque d'organisation et d'anticipation. L'éditorial fait mouche. L'aide médicale d'urgence internationale n'est pas pour les amateurs. Conscients de ces enjeux, les acteurs de l'aide mettent en place de nouveaux critères. La première charte sur les principes et standards de l'aide humanitaire est définie en 1997. Le génocide des Tutsis au Rwanda contribue à la création de la Cour pénale internationale en 1998. Quelques années plus tard, en 2005, la doctrine de la responsabilité de protéger s'inspire des échecs passés. Il y est souligné l'obligation juridique des États souverains à protéger leur population contre les génocides, les crimes de guerre, les nettoyages ethniques et les crimes contre l'humanité. En 1999, la Russie lance des offensives massives en Tchétchénie. 3 ans auparavant, elle avait essuyé une défaite contre les indépendantistes de cette petite république du Caucase. Cette fois-ci, la guerre est totale. Les bombardements indiscriminés. Dans les faits, les civils restés sur place se retrouvent considérés comme des terroristes. Actuellement, les populations tchétchènes vivent un enfer, vivent des bombardements quotidiens. À Grozny, dès 10 heures, les avions bombardent et les enfants se mettent à pleurer et à crier. À minuit, ça recommence. Puis à 3 heures, à 4 heures du matin, les avions bombardent encore. Pourquoi on nous fait ça? La lutte antiterroriste redéfinit radicalement les termes de la guerre, prenant les populations en otage. Sous le feu des projecteurs à la remise du prix Nobel de la paix à Oslo, MSF dénonce les exactions de l'armée russe en Tchétchénie. The people of Chechnya, today and for more than 3 months, have endured indiscriminate bombing by the Russian army. I appeal here today to President Yeltsin to stop the bombing. Manifestant devant l'ambassade de Russie en Norvège, la délégation de l'association dénonce ces crimes de guerre. Juin 2003. Afin de mater une rébellion qui prend de l'ampleur au Darfour, le gouvernement du Soudan arme et encourage des milices favorables au régime. Les Janjaweed se livrent à la tactique de la terre brûlée et commettent des atrocités contre la population. Les violences qu'on observe le plus, c'est surtout sur les hommes. Et pour les femmes, c'est des viols, de la maltraitance. Khartoum délivre peu de visas aux organisations de secours. Il leur est quasiment impossible d'accéder aux régions touchées par la violence pour y apporter de l'aide ou rendre compte de la situation. The main security problems are real empowerments of the government. Systematically, government push the people from their villages, the daily base. Au printemps 2004, des voix s'élèvent qui comparent les événements du Darfour au génocide qui s'est déroulé au Rwanda 10 ans auparavant.
L'Américain Colin Powell, en visite dans le pays, a menacé le gouvernement de sanctions internationales s'il ne mettait pas fin aux agissements de certaines milices pro-gouvernementales. Il a affirmé que leur comportement envers la population du Darfour frôlait le génocide. Alors que les équipes de MSF s'apprêtent à publier les résultats d'une enquête de mortalité rétrospective, le choix des mots fait débat. Peut-on qualifier ce qui se passe au Darfour de génocide? Il n'y a pas de génocide et encore moins de purification ethnique. Par contre, il y a eu une répression extrêmement féroce au point que les assassinats sont élevés jusqu'à une personne sur 20 et dans 3/4 des cas, des hommes entre 15 et 45 ans. MSF accroît les secours aux populations sans utiliser le mot génocide. Toutefois, cette qualification reste un élément important du débat international. La médiatisation qui en découle contraint les autorités soudanaises à autoriser les activités des organisations humanitaires au Darfour. Le 5 décembre 2013, des miliciens chrétiens dits anti-Balaka prennent d'assaut la capitale centrafricaine Bangui. Ils répondent aux attaques et exactions répétées des Séléka, une coalition de forces d'opposition au président déchu François Bozizé, principalement musulmane. Longtemps considérées comme étrangères car venues du Tchad, les populations musulmanes subissent massacres et exactions. Des représailles, bien moindres cependant, ciblent les populations chrétiennes. Tout le pays s'enflamme dans une guerre fratricide. Ibite, na marché habitat. Au Fadisa, à Zotela anti-Balaka. Alors, nous avons dit que le soka. Bamina mbazimia mzilima kwa kwe. Oh, bazina kuvurinda. Biko biko se kwa wazo. Bena gamu ambi kabrakan na gere bichi. Awe. Bena kwa mu pika nuna boko na Balaka. Très bien, papa. Prise en étau, la population n'a souvent d'autre choix que la fuite. En l'espace d'un an, on compte 400 000 réfugiés dans les pays voisins et plus de 180 000 déplacés en Centrafrique. Les équipes soignantes sont particulièrement choquées par le niveau des violences. On reçoit aussi 2 enfants, dont un aussi qui a reçu une décharge au niveau de l'abdomen. 6 ans, c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à vivre ça. Ouais. J'avais déjà vu un peu de violence sur d'autres missions, mais pas à cette fréquence-là. C'est-à-dire pas plusieurs blessés par jour et pas des blessures où on voit qu'il y a eu de l'acharnement, ce genre de choses. Dans les situations de violence extrêmes, les équipes sont confrontées à des questionnements récurrents. Comment qualifier les événements qui se déroulent sous leurs yeux? Comment en mesurer l'ampleur? Comment se rendre le plus utile? Le début de la décennie 2010 marque une accélération dans la démonstration de la terreur au Sahel. L'avancée des groupes djihadistes est inexorable. Au Mali, après la rébellion des Touaregs, menée notamment par Ansar Dine, qui divise le pays, MSF poursuit ses activités en négociant un accès auprès des différents groupes. On a réussi à dialoguer avec eux. À chaque fois, on expliquait notre fonctionnement, notre façon de travailler, la neutralité de l'hôpital, l'impartialité. Ils étaient à l'écoute et en général, on a réussi à travailler sans avoir des problèmes de sécurité ou autres. Fuyant la violence, des dizaines de milliers de Maliens trouvent refuge en Mauritanie,
et au Burkina Faso. Nous sommes une population qui a fui la guerre, qui a fui l'insécurité dans le nord du Mali. Nous sommes chassés par l'armée, il y a des morts. À la même époque, au Moyen-Orient, à la suite des mouvements populaires du printemps arabe, la Libye, l'Irak, le Yémen, la Syrie s'enflamment. Zone de guerre civile particulièrement violente où prospèrent divers groupes djihadistes. Pour mener ses opérations en Syrie, MSF doit s'adapter à des contraintes extrêmes. Dès 2011, des équipes entrent clandestinement dans le pays, sur des territoires tenus par les rebelles. So there's a kneecap and then a little bump. How can we tell his airway is working? Elles assurent une formation basique pour des volontaires non médicaux. That's one way. Donner de l'oxygène, de faire une perfusion assez basique, d'arrêter les assainnements importants, mettre les attelles pour les fractures, donner la première dose d'antibiotiques pour les fractures ouvertes. Mais le dialogue avec certains groupes armés djihadistes qui prennent progressivement le contrôle du terrain s'avère souvent impossible. En 2014, MSF est contrainte de quitter toutes les zones dirigées par l'État islamique après l'enlèvement et la détention de 5 de ses membres. L'association poursuit ses activités médicales en s'appuyant sur le personnel local qui est victime au sein même des hôpitaux de bombardements du régime syrien et de ses alliés. MSF ne parvient pas à travailler du côté gouvernemental. Octobre 2016, à Mossoul, en Irak. Une coalition armée menée par les États-Unis cherche à chasser les djihadistes de l'État islamique qui occupent la ville depuis 2 ans. Les bombardements des forces irakiennes et de la coalition internationale qui la soutient frappent la population au même titre que les combattants djihadistes. وقمنا مشينا مع العالم مع ما مشينا هاونات ما اعرف صواريخ ما اعرف شنو قام يقع فوق ابني مات بسدي 10 سنين عمره. Les civils fuient. Les structures de santé ne sont pas épargnées. يا الله باب المستشفى انا بالمستشفى مدنيين ودواعش ما ظل بي دم قلت له يابا الا نطلع المستشفى جابوا لي سدي وطلعت وصا ما صار لما وصلتوني هذا اللي صار. Insécurité, impossibilité de dialoguer avec les parties au conflit, logique de guerre totale, à Mossoul, comme partout où la guerre est menée au nom de la lutte contre la terreur, la capacité de MSF à offrir des soins aux populations est limitée. Dans ces conditions, comment aider ceux qui en ont besoin ? In Jordan, Amman, I did over like 35 surgery. Dr. Nasser, he worked for me like tirelessly to help me. The 3 years I spent with Doctors Without Borders in Amman is the most beautiful years for me. All the doctors, they're amazing. Nurses and people, they are all of them amazing, wonderful support. 2017. À Amman, en Jordanie, MSF renforce les activités d'un hôpital de chirurgie reconstructrice créé en 2006 pour les blessés irakiens. Il prend en charge, dans un pays en paix au cœur d'une région en guerre, les victimes des conflits en Syrie, Irak, Yémen ou Palestine. The main purpose of the project is surgical, but the surgery goes with the physiotherapy, the rehabilitation component before and after surgery.
and also in terms of coping with the trauma. But then we offer psychosocial support and general medicine treatment. I mean, people come with other problems, especially chronic diseases. En Syrie, au Yémen, en Afghanistan, non seulement l'ennemi blessé n'est pas épargné, mais le soignant qui l'assiste devient lui aussi une cible. Les structures de santé sont attaquées, bombardées, détruites par des forces gouvernementales, des groupes armés ou des coalitions internationales engagées dans la lutte contre le terrorisme. If MSF, directly is targeted, how about the other people? Because MSF is a humanitarian organization, is famous organization. Normal people, they really believe that they safe place. In Afghanistan, the Central African Republic, South Sudan, Sudan, Syria, Ukraine, and Yemen, hospitals are routinely bombed, raided, looted, or burned to the ground. Stop these attacks. En 2015, l'attaque de l'hôpital de Kunduz par les forces spéciales américaines coûte la vie à 30 personnes. MSF entame un dialogue avec les États et les institutions internationales et prône le renforcement de la protection de la mission médicale en situation de conflit. En mai 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 2286. Face à la criminalisation de l'action humanitaire par les lois antiterroristes, MSF demande des clauses d'exemption pour le personnel humanitaire. Les groupes armés n'épargnent pas non plus les structures de soins, le personnel médical ou les patients. Pour l'association, il est difficile, voire impossible de travailler dans des zones où le dialogue est rompu avec les parties en présence, ou si ces dernières n'acceptent pas l'intervention de MSF. En mai 2020, une attaque sans précédent frappe Kaboul. La maternité de Dashte Barchi est prise pour cible par un groupe armé. MSF confirme la mort de 16 mères, 2 enfants et une sage-femme. شناسی که از مریم داشتم اون روز دلم همی تو تکان خورده بود میگفتم شناسی که دارم مریض خدا اعلان نکرده شاید مانده باشه در مریضای خود که وقتی که داخل شدن خدا جانشون در خطر افتاده دیگه واقعا همون گمم شد واقعا که همون واقع رخ داد مریض خدا اعلان نکرد و کنار مریض خود ماند آخر جان داد. Aujourd'hui, comme depuis 50 ans, Médecins sans frontières agit au cœur des conflits. Si leur nature évolue, si les interventions de MSF gagnent en qualité, les enjeux restent les mêmes. Comprendre et saisir les dynamiques propres des conflits pour ne pas se faire instrumentaliser. Avec une finalité, négocier l'espace de travail qui assure la sécurité des équipes et l'accès aux victimes pour continuer à leur porter assistance sans discrimination.